Texas Instruments, nous innovons dans l'électronique pour tous. Mai 68 à l'ORTF. Répression contre la liberté d'informer ou simplement de parler. C'est la grande peur qui se cache derrière la démonstration de force. Mais qui donc fait peur à la classe dirigeante? Des professionnels du spectacle et de l'information, résolus à faire prévaloir des réformes, à faire sauter les verrous qui transforment cette grande entreprise, patrimoine de toute la nation, en une officine de propagande du pouvoir. Dans un combat difficile mais enthousiaste, un avenir différent est imaginé, inventé. On connaît hélas la suite. Faute d'un relais politique, les aspirations qualitatives de mai sont récupérées par une caste politique miraculée. L'ORTF n'y survivra pas. Les rôles sont dès lors distribués. De Gaulle assure la répression politique en chassant des centaines de journalistes et de techniciens. Pompidou entame le processus de privatisation en introduisant la publicité de marque à la télévision. Enfin, Giscard d'Estaing, à peine élu président, grâce aux bons soins de la radio-télévision, lui manifeste sa reconnaissance en condamnant à mort l'ORTF. L'office éclate en cette société plus facile à contrôler par le pouvoir et désormais solidement tenue en main. C'est la situation actuelle. Baisse générale de la qualité des programmes, soumis aux diktats des sondages d'écoute, information contrôlée par le pouvoir, au point de mettre en péril la notion même d'alternance démocratique. Que reste-t-il aujourd'hui des espoirs de mai 68 dans le domaine de l'audiovisuel? Au regard de ce bilan négatif, il demeure un acquis fondamental de cette époque, un besoin irrépressible de communiquer, de prendre la parole en marge des circuits officiels discrédités. C'est le combat des radios libres. Faute de se pencher sérieusement sur ce problème, mais le souhaite-t-il vraiment, le pouvoir doit faire face à un Vietnam des ondes dont il ne se sortira pas. La génération qui l'organise et qui n'a jamais entendu ici Londres ne fait que reprendre à son compte le combat de ses aînés. Elle veut faire entendre obstinément une voix nouvelle, un son différent. Bonsoir. Eh bien, où en est-on précisément au moment où l'on vous parle sur le front de la guerre des ondes? Nous allons poser la question à deux amis, François Samuelson, animateur de l'Association pour la liberté des ondes, et Jean-Louis Bessis, avocat de cette même association. François Samuelson, quelle est la situation ? La situation dans l'état actuel des choses est que le nombre des radios libres s'est de plus en plus développé, qu'il répond à un besoin de communication éclaté, c'est-à-dire au niveau des quartiers, des villages, un besoin de communication sociale. Et dans cette idée-là, l'ALO s'était créée, c'est-à-dire l'Association pour la libération des ondes, en septembre 1977, pour être une coordination de ces différentes radios, un lieu d'information juridique et technique. Il y a combien de radios à l'heure actuelle qui fonctionnent? Sur la France, il y en a à peu près une centaine. Une centaine fonctionnent dans l'état actuel des choses. Et nous nous heurtons donc à la législation actuelle, c'est-à-dire où le pouvoir confisque les ondes radioélectriques et nous pensons qu'il n'a pas plus le droit de le faire que de confisquer l'air que nous respirons. Actuellement, il y a eu une saisie de plusieurs radios. Il y a eu Radio 93 et Radio Rocket, et ainsi que dernièrement Génération 2000. Et nous faisons une solidarité sans distinction par rapport à cela. Nous nous heurtons d'autre part au problème du brouillage, qui est absolument illégal. Maître Bessis nous en parlera. C'est le seul pays d'Europe, en France, où on brouille des émissions de radio. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai ici pu faire constater la réalité des faits d'un brouillage, alors que dernièrement, le directeur de TDF niait la réalité de celui-ci. Alors là, on va entendre un enregistrement de Radio Noctiluc hier soir à 20h, qui faisait passer... Alors voilà ce que l'on entend.
Alors à ce moment-là, bon, on n'entend absolument plus rien. C'est même plus la peine de continuer à émettre. Et la situation juridique reste assez floue dans l'état actuel des choses. Justement, Jean-Louis Bessis, quelle est la situation juridique? C'est-à-dire que face aux pressions légitimes qui s'exercent pour la liberté d'expression et pour une communication locale réelle, le pouvoir aurait pu réagir en responsable, il aurait pu engager le dialogue, il aurait pu en tenir compte. Il a choisi de réprimer. Et pas de n'importe quelle façon, d'une manière plus qu'incohérente. Il faut dire que les textes ne sont pas plus cohérents. Il serait difficile de les énumérer toutes, mais on peut en citer quelques-unes. Les postes périphériques, l'existence des postes périphériques, on en a beaucoup parlé, mais il est bon de rappeler qu'en dépit de la comédie qui consiste à fixer leurs émetteurs en dehors du territoire national, ils représentent très certainement une violation du monopole, si monopole il y a en France. Encore que Monte-Carlo et ses émetteurs en France même. Sans parler de Monte-Carlo, alors qu'agit en France avec la bénédiction de tous sur une autorisation dont on se demande exactement sur quoi elle repose. Seconde incohérence, des décrets d'application pas pris pendant 6 ans. Effectivement, les lois de 72 et 74 prévoyaient des décrets d'application qui devaient enfin dire quand est-ce qu'on pourra déroger au monopole. On les attend depuis 6 ans. Ils ont été curieusement pris après les élections du 19 Alors, mars. le 20 mars, c'est pas le 21, ils arrivent, effectivement, et on les voit publiés au journal officiel. On croit que c'est réglé, d'ailleurs dans un sens pas sensationnel, parce que c'était très répressif. Mais enfin, incohérence, quelques jours plus tard, on apprend que le gouvernement a décidé de les mettre sous le coude. Mais ils ne se contentent pas de mettre sous le coude des décrets juste après avoir publié. À quoi bon les publier dans ce cas? Il nomme au même moment M. Delmas, principal animateur de Fil Bleu à Montpellier, secrétaire d'État à l'environnement. Alors, encore une fois, si l'article est le 39, enfin bref, il y a vraiment infraction quand on fait une émission de radio libre, ce n'est pas banal de voir un délinquant promu au rang de ministre en pleine instruction de son procès. Quel est l'avenir alors des radios libres aujourd'hui? L'avenir est malheureusement incertain, mais nous allons réunir très bientôt à Paris, au sein de l'Association pour la libération des ondes, toutes les radios qui existent en France actuellement pour pouvoir voir quelle pourra être notre réponse par rapport à la situation actuelle. Oui, il faut dire quand même quelques mots de l'avenir, sur le plan juridique. On peut comprendre que en face d'un problème qui pose en face d'un enjeu politique aussi considérable, social très considérable et financier également, on peut comprendre que les pouvoirs publics aient du mal à adopter une position tranchée, une position définitive. Mais que dans le doute, à tout hasard, ils choisissent de réprimer, de confisquer, de saisir, ça n'est pas concevable. Alors il est du devoir, je crois, finalement, du législateur d'intervenir d'urgence, de prendre position d'urgence, et surtout pas dans le sens d'un renforcement du monopole qui se heurterait et à la Constitution et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En ce qui concerne le Parti socialiste, d'ailleurs, nous continuons à travailler sur des radios de service public au niveau des collectivités locales, ainsi qu'il en avait été décidé au moment de la réactualisation du programme commun, c'est-à-dire des radios qui seraient mises à la disposition des habitants dans les villes, dans les nouveaux quartiers, etc. Deuxième volet de notre émission de ce soir, la marginalité, c'est un sujet dont l'unité, l'hebdomadaire du Parti socialiste, traitera bientôt. La marginalité dans nos sociétés telles qu'elles existent, avec les problèmes de chômage, d'insertion des jeunes dans le monde du travail, dans une société qui les rejette quelquefois et qui les récuse eux-mêmes. Il existe aujourd'hui un film que vous ne verrez pas à la télévision.